Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Ah là là, quel bonheur de vous retrouver pour le retour officiel du podcast Une fille en business. Si vous saviez à quel point ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je travaille sur le retour du podcast avec tellement d'excitation puis avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'amour. Et ça, je crois que ça va beaucoup teinter tout ce qui s'en vient. Si vous avez écouté les épisodes un peu hors saison que j'ai publiés l'automne dernier, vous savez peut-être un peu où j'en étais dans ma tête à ce moment-là, mais je vais vous faire un petit recap rapido avant d'entrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui parce que ça va vous permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé et ce vers quoi on s'en va. Donc, si vous connaissez déjà Une fille en business, si vous avez déjà écouté les épisodes, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu une très longue pause d'un peu plus d'un an parce que pour moi, le podcast, c'était à la base quelque chose de vraiment tripant, mais c'était devenu avec le temps un peu une corvée. On dirait que je perdais de vue ma vision par rapport à ce projet-là à chaque épisode que j'enregistrais. Donc, il fallait toujours que je me replonge dans ce bain-là, puis que je me dise, OK, je le fais pour telle raison. Puis on dirait qu'il y avait un profond désalignement. C'est ce que je me suis rendu compte, puis c'est les mots que j'ai trouvés pour mettre là-dessus au final. J'étais complètement désalignée avec le podcast. Je vous disais que je m'en allais dans une direction, puis je reglissais vers quelque chose qui était peut-être un peu plus confortable pour moi, ce qui faisait en sorte que le podcast était hyper apprécié. J'avais des super bonnes... on dit peut-être pas des codes d'écoute, mais disons-le comme ça. J'avais des super bonnes codes d'écoute, j'avais du super bon feedback, ça initiait des belles conversations, mais je me sentais tellement mal d'avoir ce feedback-là, justement parce que moi, j'étais complètement désalignée. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai fait, regarde, on arrête le podcast. Je sais pas si c'est une pause, si c'est une fin définitive, mais j'avais vraiment besoin de mettre fin à ça. Ça s'est terminé de façon assez abrupte. Il n'y a pas eu de grande annonce, d'explication ou quoi que ce soit, mais j'en étais vraiment rendue là par rapport au projet. Et avec le temps, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que ça me manquait de faire ce que je suis en train de faire actuellement, là, me faire couler un bon café, m'attacher les cheveux en toque, venir m'installer devant mon micro, puis jaser. Ça me manquait vraiment, sauf que quand je me ramenais aux derniers épisodes que je faisais, je me disais « Ah ouais, mais ça me manque pas. » Puis là, ça, j'ai dû l'identifier, puis j'ai réalisé que ce qui me manquait pas, c'était d'avoir des épisodes qui étaient très préparés, très structurés et éducatifs. C'était principalement ça. Et là, ma vision de ce qui s'en vient, c'est pas que ce sera pas préparé, c'est pas que ce sera pas éducatif, mais je pense que je vais vraiment infuser la nouvelle personnalité que je me suis découvert à travers le temps. Je vais l'infuser dans le podcast. Fait que, tu sais, maintenant, là, ce que je veux principalement, pour moi, mais ça va évidemment transparaître pour vous qui écoutez le podcast, c'est que je veux me faire du fun, je veux connecter avec des humains de cœur, je veux partager ma réalité d'entrepreneur et je veux que ce soit plus nécessairement des capsules éducatives comme j'ai souvent fait par le passé, mais que ça reste quand même riche en contenu, que ça reste rempli de pépites d'or
Parce que le but, quand on écoute un podcast, c'est soit d'apprendre des choses, soit de s'inspirer. Puis moi, ben, je veux que ça reste pertinent comme contenu. Donc, je vais avoir des échanges avec des entrepreneurs. Je vais vous partager des défis que je rencontre, des questionnements que j'ai, des enjeux. Ça va me faire plaisir aussi de vous partager des flops de mon entreprise, chose que j'ai pas souvent fait. Et d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais je veux que ce soit plus collé à ma personnalité, puis plus collé au genre de contenu qui me plaît en tant que consommatrice de podcast. Et je crois que c'était vraiment ça l'écart qui a été très difficile à travailler, c'est que les épisodes que je vous produisais par le passé versus ce que moi je consommais, c'était complètement différent. C'est pas que j'aimais pas du tout le contenu que je vous livrais, je crois que c'est du contenu de qualité, sauf que c'est pas ça nécessairement que moi j'avais envie d'écouter. Donc bref, je pense que la meilleure façon de vous montrer un peu la nouvelle direction puis vous montrer où je souhaite aller avec une fille en business, ben, c'est de me lancer concrètement dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est un épisode solo. Et là, petite parenthèse, vous l'aurez compris probablement avec ce que je viens de vous dire, mais des épisodes solo, il va en avoir de temps en temps, mais ça sera plus le cœur du podcast. J'ai un profond besoin de connecter avec des humains. J'ai un profond besoin de discuter avec des gens. Puis ça, c'est bien, bien important pour moi de le mentionner. Puis de mettre un espèce de néon sur le mot « discuter ». Parce que une chose que je me suis rendu compte, encore une fois, dans l'espèce de questionnement de qu'est-ce que moi j'aime consommer comme podcast, c'est que mes épisodes préférés, peu importe le podcast que j'écoute, c'est pas les épisodes très formels d'une entrevue, mais vraiment des discussions. Ce que je veux dire par discussion versus entrevue, c'est que évidemment le but, ça va être de mettre mes invités en lumière, mais ça va être qu'on échange ensemble nos expériences. Si vous avez écouté par le passé des épisodes que j'ai fait avec d'autres entrepreneurs, vous avez peut-être remarqué que j'ai tendance justement pas à ramener les choses à moi, ça fait super prétentieux, donc en tout cas, j'ose espérer que ce n'est pas ça, mais de faire comme, ok, ben, tu me partages quelque chose, moi aussi, je vais te partager quelque chose et on va échanger sur nos réalités. Donc, il y aura ça, mais là, on commence aujourd'hui avec un épisode solo qui, je crois, va être fort riche en contenu parce que non, c'est pas une capsule éducative, mais c'est 10 leçons apprises en 10 ans parce que petite parenthèse, en septembre dernier, donc en septembre 2023, La Mallette a fêté ses 10 ans, ce qui a été un bel accomplissement. C'est juste un chiffre, mais peut-être que si vous me connaissez un peu, vous savez là, que les chiffres, les nouvelles années, les ci, les ça, tout ce qui peut avoir une certaine symbolique pour moi, j'aime le souligner. Et les 10 ans de La Mallette, on les a soulignés avec un documentaire que vous avez peut-être vu, peut-être que non, mais il est encore disponible sur YouTube. C'est le documentaire « Suivre ses étincelles » à travers lequel on fait vraiment un survol des 10 années de La Mallette, donc de ce que c'était à ses débuts, un blog lifestyle, à ce que c'est devenu aujourd'hui, comment c'est devenu ça, ça a été quoi les projets clés, les personnes marquantes. Donc bref, si vous voulez visionner ce documentaire-là, disponible sur YouTube et je vais évidemment vous mettre le lien dans la description du podcast. Mais le fait qu'on a sorti ce documentaire-là, qu'on a souligné les 10 ans de La Mallette, ça a fait en sorte que j'ai beaucoup revisité les 10 dernières années et j'ai fait l'exercice d'identifier 10 leçons que j'ai apprises depuis mes tout débuts. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus que 10 leçons que je pourrais vous partager. J'en ai choisi 10 qui, à mon avis, la plupart des gens peuvent s'identifier à ça. C'est pas des leçons qui sont trop nichées, qui sont trop propres à moi. Donc ça, c'était un de mes critères dans la sélection de ces 10 apprentissages-là. Puis aussi, c'est des apprentissages qui sont assez diversifiés, donc qui sont pas juste dans une sphère de l'entreprise, qui sont pas juste par rapport au mindset ou quoi que ce soit. Donc, je me lance. Je vais arrêter de tourner autour du pot, puis je vais me lancer avec la première leçon.
ce qui est que les relations qu'on crée, qu'elles soient virtuelles ou non, ont toutes un impact à petite ou à grande échelle sur l'humain qu'on est, sur notre business. Puis là, probablement que vous dites, ben là, mon Dieu, première leçon, c'est assez basique, c'est un concept de base, ça va de soi. Mais pour moi, ça a vraiment, vraiment pris tout son sens quand j'ai fait le documentaire Suivre ses étincelles, justement, parce que j'ai eu à revisiter les 10 dernières années, j'ai eu à repenser à plusieurs personnes qui ont croisé mon chemin dans ces 10 années-là, puis j'ai pu un peu mesurer leur impact. Pas que je le mesure en chiffres ou quoi que ce soit, mais j'ai comme fait des liens. Il y a certaines personnes qui ont croisé mon chemin que j'avais un petit peu oublié ou que j'avais pas... je leur avais peut-être pas donné l'importance qu'ils auraient dû avoir. Puis là, avec le recul, je suis comme « Ah, mais ça a été ça, leur rôle dans mon parcours. » C'est super, super impressionnant. Puis ça m'a permis aussi de prendre conscience que j'avais entretenu des relations qui étaient durables pour la plupart. Puis je continue de le faire parce que inconsciemment, je le vois l'impact de ça. Puis je crois que c'est grâce à ces relations-là que je peux toujours avoir la certitude que ça va bien aller dans ma business. Parce que je sais que, premièrement, j'ai mon petit baluchon d'apprentissage, j'ai mon petit baluchon d'outils, mais j'ai surtout un réseau qui est vraiment, vraiment incroyable. Pas dans son ampleur, mais dans sa qualité. Puis ça, c'est une très belle leçon. Puis j'avais envie de vous la partager parce que, comme je vous ai dit, ça va de soi. On le sait tous que l'entourage est super important, ça a un impact et tout. Mais je pense que de se le rappeler puis de prendre le temps de repenser à qui sont les personnes clés actuellement, mais qui ont été les personnes clés par le passé aussi, ça aide vraiment, vraiment à voir c'est quoi leur rôle, puis grâce à qui on est rendu où on est, puis comment les projets ont été créés, parce qu'il n'y a pas de projet qui se crée sans des humains. Oui, ça part généralement d'un humain qui est nous-mêmes, mais il y a d'autres gens autour qui ont quand même un impact à travers tout ça. Donc ça, c'était la première leçon. Maintenant, la deuxième leçon, qui est celle que je redoute le plus de vous partager, vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes, mais c'est accepter qu'on ne sait pas tout et l'affirmer, c'est une belle grande preuve de courage et d'humilité. Et là, c'est ça, ça me demande beaucoup de vulnérabilité de vous parler de cette leçon-là parce que c'est probablement celle qui me challenge le plus, puis encore aujourd'hui, là, c'est pas encore tout à fait réglé dans ma tête, cette leçon-là est pas tout à fait intégrée, mais mon Dieu qu'il y a eu un grand cheminement. Mais avant de... Tu sais, le but n'est pas juste de la survoler, je peux quand même entrer dans les détails de cette leçon-là pour que vous compreniez d'où ça vient puis qu'est-ce que ça signifie pour moi. En fait, j'ai réalisé que depuis toujours, tout le monde, là, mais moi, j'ai réalisé que je me faisais marteler par des concepts d'autonomie, de débrouillardise, d'indépendance. Puis, je pense que c'est ça. C'est un peu le cas de tout le monde, probablement, en société. Puis, je trouve que c'est vraiment des très belles qualités à avoir, mais comme n'importe quoi, dans l'excès, ça devient malsain. Puis, très tôt dans ma vie, ces messages-là d'être autonome, d'être débrouillard, d'être indépendant, ça m'a amené à développer un mindset de « je suis capable toute seule ». Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment rentré dans la peau, ce concept-là, puis ça m'a suivi partout et évidemment, mon entreprise n'a pas fait exception et dès le début, c'est quelque chose que je répétais souvent, que j'étais capable toute seule. Puis c'est ce qui fait que pendant longtemps, je choisissais de me débrouiller par moi-même. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que je demandais pas d'aide, mais je ne posais pas de questions non plus. Puis, mon Dieu, que ça m'a amené à me taper sur la tête vraiment souvent, de pas connaître une information ou de pas savoir comment faire certaines choses, juste parce que la seule façon d'avoir cette information-là ou d'apprendre à faire une chose, c'était de poser des questions. Puis moi, j'étais comme, non, je suis capable toute seule, je vais me débrouiller. Puis, comme j'étais vraiment dans un mindset très malsain d'autonomie, je me tapais sur la tête, comme je vous disais, je m'en mettais aussi beaucoup sur les épaules, ce qui faisait que j'étais super déçue de moi-même tout le temps. Parce que, comme je vous dis, je connaissais pas une information, j'avais pas la réponse à
à une question, je savais pas comment faire X, Y. Puis, ce qui était le pire dans tout ça, je crois, c'est que j'ai vécu, puis même encore aujourd'hui, des fois ça arrive, mais je vis une certaine honte par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses que dans ma tête, ben j'aurais dû savoir. Tu sais, il y a des choses que tu dis, ben ça fait 10 ans que tu es en business, mais ça fait longtemps que tu devrais savoir ça, peu importe ce que ça est, là. Ça fait longtemps que tu devrais savoir ça, et là, ben nécessairement, on a honte de nous. En tout cas, moi, c'est ce que ça fait pour moi. Et ben ma réaction, comme beaucoup de monde, à la honte, ben c'est de me cacher, de pas avouer qu'il y a des choses que je devrais savoir que je sais pas. Puis ça, ben, ça finit par faire un effet boule de neige parce que plus le temps avance, plus il y a certaines choses qu'on devrait savoir, puis plus on a honte de pas les savoir, donc moins on a envie de demander de l'aide. Et là, on entre vraiment dans un espèce de tourbillon sans fin. J'ai été prise dans ce tourbillon-là et comme je vous dis, je le suis encore de temps en temps. Là, j'en parle vraiment au présent parce que malgré le fait que j'ai énormément évolué par rapport à ça, j'ai encore tendance à glisser vers ce pattern-là. Donc, je me suis dit... Moi, en fait, petite parenthèse, là, ce qui fait en sorte que j'ai appris cette leçon-là, c'est que je l'ai entendue de quelqu'un d'autre. J'ai entendu quelqu'un avoir les propos que j'ai aujourd'hui sur le podcast et ça m'a fait prendre conscience que, oups, en effet, j'avais un problème à ce niveau-là, j'avais une leçon à tirer de ça, puis je devais remédier à ça. Donc, je me dis que peut-être qu'en le partageant ici, ben ça va avoir le même effet sur certaines personnes qui sont dans le même pattern que moi. Et ben en même temps, très égoïstement, j'ose espérer que le fait d'en parler ici, ça va faire en sorte que je vais l'intégrer davantage, ce concept et cette leçon-là, puis je vais accepter plus facilement que je sais pas tout, puis qu'il faut que je pose des questions, puis que c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas quelque chose de quoi je devrais avoir honte. Au contraire, c'est vraiment un signe de courage puis d'humilité. Et j'en suis consciente, puis quand je vois des gens autour de moi demander de l'aide, poser des questions, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est inspirant. Donc maintenant, ben c'est à moi d'en faire des actions. Évidemment, c'est ça. Je me suis énormément améliorée. C'est pas pour rien que je vous en parle aujourd'hui. Si j'avais fait aucune amélioration à ce niveau-là, je serais pas ici pour vous en parler, mais c'est un travail encore constant. Maintenant, leçon numéro 3, qui est une leçon de base, mais qui est vraiment, vraiment précieuse pour moi. C'est le fameux « si t'es capable une fois, t'es capable 2 fois ». Ça a l'air vraiment basique comme concept, mais moi, c'est une phrase que je me répète très, très, très souvent parce que, ben, je sais même pas pourquoi exactement, probablement un espèce de sentiment d'imposteur, puis probablement que vous l'avez vous aussi, mais j'ai souvent tendance à expliquer un accomplissement ou un bon coup par le fait que, bon, c'est un coup de chance, ou même, tu sais, souvent quand j'accomplissais quelque chose pour la première fois, je disais très, très souvent, ça faisait vraiment partie de mon vocabulaire, là, que c'était la chance du débutant, mais pourtant, avec les années, je veux dire, ça fait 10 ans. Là. 10 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup à la fois. Donc, avec les années, là, j'en ai eu des preuves que je suis en mesure de répéter puis de reproduire certains succès. Mais ça m'arrive souvent, du moins ça m'arrivait souvent de croire que c'était une espèce de coup de chance, un one-shot deal, puis que j'allais pas réussir à reproduire ça. Mais depuis que j'ai tiré cette leçon-là, j'ai vraiment, vraiment plus confiance en moi. Puis je reviens à cette phrase-là vraiment souvent, ce qui fait en sorte que juste de me la rappeler, des fois, ça me donne le coup de pied nécessaire que j'ai besoin pour aller de l'avant dans un projet, des fois juste dans une tâche qui me sort de ma zone de confort, peu importe ce que c'est. Si on est capable une fois, on est capable 2 fois et ben, je vous encourage à vous ramener à cette phrase-là aussi souvent que nécessaire. Maintenant, leçon numéro 4, qui, elle, je dois l'avouer, est ma préférée. Parce que là, bon, tantôt, je vous ai dit, bon, la 3e, est vraiment précieuse, la 2e, si, mais la 4e, c'est vraiment ma préférée. Et ça va comme suit, ce n'est pas la motivation qui entraîne l'action, c'est l'action qui engendre la motivation. Je la répète parce que ça peut être mélangeant. C'est pas la motivation qui entraîne l'action, c'est l'action qui engendre la motivation.
pour vrai, imprimez ça. Imprimez ça, affichez-le quelque part, écrivez-le sur un post-it, faites-vous le tatouer, peu importe, là, mais quand on intègre ce concept-là, quand on comprend bien cette phrase-là, ça change tout, autant en business que dans la vie en général. En passant, là, ça, c'est une leçon qui m'a été dite dans un contexte qui n'était même pas un contexte de business, mais que j'ai finalement appliqué à la business. Donc, c'est vraiment très multidimensionnel. Ça s'applique dans vraiment toutes les sphères de notre vie. Puis, tu sais, en business, on a beau avoir une grande vision, on a beau être super passionné par notre travail, par notre industrie, on se le cachera pas, il y en a toujours des moments où on se sent moins motivé. Tu sais, des fois, c'est juste parce qu'on doit faire une tâche qu'on aime moins, qui nous sort de notre zone de confort. Des fois, c'est parce qu'on a fait quelque chose puis on n'a pas eu les résultats qu'on espérait, donc on a perdu de la motivation. Des fois, c'est parce qu'on vit une période où on est plus dans l'exécution que dans la gestion puis dans la création, donc on trouve ça peut-être un petit peu plus tough de se motiver. Des fois, c'est parce que on se sent dépassé par la vie en général, hein, parce que je le répète souvent, mais oui, c'est important de séparer vie personnelle et business, mais au final, c'est un gros bloc qui est super connecté. Donc, si on se sent dépassé dans notre vie, ben c'est sûr que c'est plus difficile de se motiver au travail, donc dans notre entreprise. Et là, quand on perd cette motivation-là, ben souvent, on va se retrouver dans une position où on se dit que, ben la motivation, elle va bien finir par revenir, ça revient toujours, fait qu'on attend, mais en vrai, puis tu sais, c'est prouvé scientifiquement, là, c'est pas juste moi qui vous dis ça parce que je vous parle de mes grandes leçons, là, mais le secret pour faire revenir la motivation, en fait, c'est vraiment l'inverse de l'attente, c'est l'action. Donc, tu sais, je vous ai dit que moi, cette phrase-là m'a été dite dans un contexte qui n'était pas un contexte de business, c'est dans un contexte de mouvement. Donc, dans le contexte d'entraînement. Donc, je ne sais pas si vous vous entraînez, peu importe la façon que vous le faites, mais il y a beaucoup de moments où on devrait aller s'entraîner, puis qu'on se dit « Ah, mon Dieu, je suis pas motivée ». Puis là, on se dit, ben, j'irai demain, je vais sûrement être plus motivée. Mais demain, on sera pas plus motivé à aller s'entraîner tant qu'on le fait pas. Puis si vous vous entraînez, vous le savez, là, le moment où vous commencez, le moment où vous mettez vos souliers, le moment où vous faites l'action X, peu importe ce que c'est comme entraînement, ben là, la motivation arrive. Donc, c'est comme ça dans l'entraînement, mais évidemment, c'est comme ça dans la business. Puis, c'est une espèce d'effet boule de neige parce que plus on se pratique à faire en sorte que l'action génère la motivation, ben plus ça devient une habitude, puis plus ça devient un acquis. Tu sais, pour moi, mais là, tu sais, dans les 10 dernières années, on va s'entendre que j'ai été plus souvent motivée que pas motivée, mais je dirais qu'il y a une grande part de cette motivation-là qui est pas tombée du ciel, puis qui vient du fait que j'ai cette tendance-là à vraiment me botter les fesses, à faire ce que je dois faire, no matter what. Puis no matter what, là, c'était la phrase qui devait teinter mon année 2023. Et je peux vous dire que ça l'a teinté et pas à peu près. Puis tu sais, ça fait longtemps que j'ai ce mindset-là, mais là, j'avais besoin de le renforcer en 2023. Et mon Dieu, que ça a changé beaucoup de choses dans plein de sphères de ma vie. Et c'est ce qui fait que à chaque fois, je m'en rends compte que c'est en me bottant les fesses, c'est en faisant une action que la motivation vient. Puis là, ce que ça fait dans notre cerveau, et là, je parle pas avec des faits scientifiques, mais on le sait que quand on est en action, ça engendre la motivation. Fait qu'à force de le faire, c'est un acquis. Puis quand on n'a pas la motivation, ben on le sait que la chose à faire, c'est pas d'attendre que la motivation arrive, mais plutôt d'entrer dans l'action. Donc, ça devient beaucoup plus stimulant de se botter les fesses parce qu'on a la certitude que la motivation va arriver. Puis, on a la certitude que on l'a tellement expérimenté souvent que ça, c'est pas juste un fait, mais que pour nous, ça fonctionne. Je sais pas si c'est clair, là, mais dans le sens, c'est pas juste une théorie, c'est pas juste un fait. Si on l'expérimente souvent, on le sait que c'est quelque chose qui fonctionne pour nous, donc on a envie de le refaire, on a envie de le reproduire. Puis, ça, pour vrai, comme ça a l'air basique comme concept, puis probablement que vous dites, ben voyons, Mélissa, c'est niaiseux, on le savait, ça fait longtemps, mais pour celles, parce que c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui écoutent le podcast,
qui n'avaient pas nécessairement compris ce concept-là, moi, c'est quand même, tu sais, ça fait pas des années là, que j'ai assimilé ça. Donc, pour celles qui attendent encore souvent que la motivation arrive, rappelez-vous que c'est pas la motivation qui va faire que vous allez entrer en action, c'est plutôt l'inverse. C'est l'action qui va amener votre motivation et ça, ben, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans notre perception des choses. Maintenant, leçon numéro 5. Le web est un grand terrain de jeu où il faut être prudent sans oublier d'avoir du fun. Ça faisait déjà vraiment partie de mon discours avant, mais vous allez le remarquer au fil des épisodes, là, le plaisir est au cœur de tout ce que je fais. En fait, je pense que j'ai commencé l'épisode tantôt en vous disant ce que je veux avec le podcast maintenant, c'est avoir du fun dans ce que je vous propose. Je vais avoir du fun quand j'ouvre mon micro et je viens vous jaser. Ça fait longtemps que ça fait partie de moi, mais là, plus que jamais. Puis, petite parenthèse, là, tantôt, je vous ai parlé, quand je vous parlais de la leçon numéro 2, je vous disais que, tu sais, d'accepter puis d'assumer qu'on sait pas tout. Puis ça m'a aussi rappelé que l'époque où j'étais incapable d'assumer que je savais pas tout, ben j'avais aussi tendance à comment dire, me prendre vraiment au sérieux, mais comme beaucoup trop. Puis pas de façon prétentieuse, mais c'est juste que je me disais qu'en business, surtout que, bon, j'ai commencé, j'étais début vingtaine, une jeune femme en business, donc je me disais, si moi je me prends pas au sérieux, les autres ne me prendront pas au sérieux, donc c'est le mindset que je dois adopter. Sauf qu'avec le temps, ben, j'ai comme découvert qu'il y avait un éventail de nuances par rapport à ça, puis j'avais jamais vraiment joué dans cet éventail de nuances-là par rapport à se prendre au sérieux versus avoir du plaisir. Puis en fait, tu sais, je dis versus, puis c'est ça, en fait, l'éventail de nuances, c'est que c'est pas avoir du plaisir ou se prendre au sérieux. Les deux peuvent vraiment cohabiter, puis à ce jour, je dirais que j'ai une attitude qui est très professionnelle, mais je me prends pas au sérieux. Je dis souvent que je joue à être à être entrepreneur, puis pour vrai, cette phrase-là, quand je l'ai dit, je trouve tellement que ça représente à la perfection comment je me sens au quotidien. Pour vrai de vrai. Moi, dans ma tête, je joue à être entrepreneur. Donc, ce que je fais, c'est que j'offre un service de qualité à mes clients. Je suis vraiment à mon affaire, très structurée, très organisée, mais je m'amuse vraiment beaucoup aussi. Puis, je baisse les armes souvent. Je me méfie plus de tout puis de tout le monde. J'essaie d'être plus souple, j'essaie d'être plus rigide. Puis, ce que j'observe de ça, ben, c'est qu'il y a vraiment des trucs magiques qui se passent dans ma business, principalement grâce au web puis au fait que j'ai du fun là-dedans. Donc, la leçon, je tenais à quand même aborder la notion de prudence et de plaisir. Là, je vous ai parlé beaucoup du volet plaisir parce que vous aurez compris que le volet prudence était très, très ancré pour moi. Mais si vous êtes dans la situation inverse et que pour vous, le web, c'est un endroit de plaisir et la prudence n'est pas nécessairement là, je pense que c'est quand même important aussi d'être parfois sur nos gardes parce qu'on peut se faire proposer des collaborations qui n'aboutiront pas. On peut se faire avoir par certaines personnes qui nous vendent un peu du rêve qui, au final, ne sont pas capables de nous... de garantir cette promesse-là qu'ils nous ont fait. Donc, je pense que c'est important d'avoir un esprit critique, d'être prudent, d'être parfois un peu sur nos gardes, mais sans non plus se méfier de tout et de tout le monde, comme je vous ai dit. Donc, de jouer peut-être un peu dans l'éventail entre tout ça, de vous rappeler que ben, si vous jouez à être entrepreneur, ça va bien aller parce que vous allez avoir une attitude professionnelle sur le web. Ben, tu sais, je dis sur le web, mais c'est même en général. Là. Vous allez avoir une attitude professionnelle, vous allez avoir un esprit critique par rapport à ce qui s'offre à vous, mais vous allez quand même avoir du plaisir dans tout ça. Maintenant, la leçon numéro 6. Refuser certaines opportunités, ce n'est pas uniquement de dire non à quelque chose, c'est aussi de dire oui à quelque chose qui est vraiment mieux. Ça, je l'ai appris à mes dépens et ça à plusieurs reprises. Heureusement, je crois, c'est une leçon qui est arrivée assez tôt dans mon parcours, donc c'est vraiment, vraiment intégré maintenant. Tu sais, depuis tantôt, je vous parle de certaines leçons qui sont encore... un work in progress, si on veut, mais celle-là, je vous dirais qu'elle est assez intégrée
parce que dans mes débuts, j'acceptais toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Puis je pense que c'est vraiment normal quand on commence parce que, ben, tu sais, on a peur de refuser une opportunité puis de pas avoir autre chose par la suite. Puis on se dit, ben, si je dis non à ça, est-ce que je vais me fermer même des portes pour d'autres éventuelles collaborations? Bref, on prend ce qui passe parce que c'est une opportunité à saisir à chaque fois. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir le mindset inverse parce que ça m'est arrivé au moins 3-4 fois là, de devoir refuser des projets, littéralement des projets de rêve, parce que j'en avais vraiment trop dans mon assiette, étant donné que j'avais accepté toutes les autres opportunités précédentes qui étaient peut-être moins alignées avec moi. Puis à un certain moment, ben, j'ai fini par comprendre que fallait que je refuse des opportunités qui étaient moins alignées, justement pour faire de l'espace puis pouvoir accueillir des opportunités qui me faisaient profondément triper. Puis je vous dis ça avec un grand détachement, là, mais c'est super vertigineux. Mais je peux vous assurer que mon expérience m'a permis de comprendre que c'est comme ça qu'on crée une business tripante dans laquelle on s'épanouit. Du moins, dans mon cas, moi, c'est 100% ça. Donc, oui, ça implique parfois de prendre des décisions qui sont extrêmement difficiles, qui sont aussi extrêmement vertigineuses, comme je vous disais, parce que des fois, on a des opportunités qui nous tentent plus ou moins, qui sont plus ou moins alignées, mais qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir un 1000$ de plus ce mois-ci ou un 1000$ récurrent à chaque mois. C'est dur de cracher là-dessus. Mais en même temps, puis là, allons-y en termes de finances, comme je viens de me lancer là-dedans, là, mais de refuser cette opportunité à 1000$ par mois, là, ben ça peut faire en sorte qu'on va avoir une opportunité à 2000$ à la place, puis qui va être encore plus alignée. Ça a l'air super comme un peu houhou, là, de dire « les opportunités vont se placer », puis ça a l'air, j'ai l'air de vous dire « faites confiance en la vie ». Ben, c'est un peu ça. c'est plate, mais c'est vraiment ça. Puis ça m'est tellement arrivé souvent que je peux pas ne pas croire que ça fonctionne, que c'est ça qu'il faut faire pour que notre business soit à notre image au final. Donc, une belle leçon que j'ai tirée rapidement, puis qui m'habite encore aujourd'hui. Puis souvent, là, quand je le sens que, ça pourrait être tentant d'accepter cette opportunité-là, mais il y a quelque chose qui me dit de ne pas l'accepter. Là, je décide de dire non. Je vous le jure, à chaque fois, il y a quelque chose de meilleur qui arrive dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Donc, c'est un risque sur le coup, mais c'est un risque qui en vaut la peine. Maintenant, leçon numéro 7, qui peut être un peu liée à ça, là, c'est un petit sacrifice peut avoir un impact immense quand on accepte d'être inconfortable un moment. Donc, en fait, ça peut être 100% lié à la leçon numéro 6, à ce que je viens de vous partager. Honnêtement, pour moi, c'est un gros apprentissage pour la personne extrêmement rigide que je suis. Pour moi, faire des sacrifices, ça a toujours été hyper angoissant. J'avais toujours l'impression que c'était pour le pire. Parce que, tu sais, sacrifice, ça sonne vraiment comme... Je sors d'une situation confortable pour aller dans quelque chose de plus tough. Donc, c'est jamais super tentant. Mais un jour, j'ai fini par comprendre que je peux me faire confiance. Puis que généralement, de faire ce sacrifice-là, c'est pour le mieux. Puis c'est pas parce que c'est pour le mieux que c'est nécessairement facile puis confortable, là. Puis c'est pour ça que la notion d'inconfort temporaire est vraiment importante dans cette leçon-là. Je vous dis pas de faire des sacrifices et de toujours balayer du revers de la main les émotions négatives que ça va faire monter en vous parce que ils vont avoir des émotions négatives, souvent une espèce d'inconfort. Puis ça fait partie de la game. Ça en fait partie, il n'y a rien de tout rose, mais c'est arrivé vraiment souvent que j'ai eu à faire des petits sacrifices dans ma business. Puis une chose que j'ai observée, ça aussi, à chaque fois, c'est que je pouvais faire des petits sacrifices qui étaient vraiment pas si immenses que ça, puis observer un impact qui était beaucoup plus grand et beaucoup plus important que l'ampleur du sacrifice lui-même. Donc au final, ça vaut quand même vraiment la peine de le faire, ce sacrifice-là, parce que on a comme dupliqué l'impact que ça allait avoir, mais tout ça, comme je vous dis, ne vient pas sans inconfort. Donc, il faut accepter cet inconfort-là. Puis,
je vais vous en reparler bientôt dans un prochain épisode avec une invitée, justement, de faire des efforts, de sortir de notre zone de confort. Puis, je pense que c'est nécessaire, oui, en faisant des petits sacrifices, mais c'est nécessaire de plein de façons dans nos business. Puis, ce qui m'agace avec cette notion-là, c'est que ça a été un peu galvaudé, là. Ah, faut que vous sortiez de votre zone de confort, puis on a probablement toutes vu l'espèce d'image, là, Pinterest, Instagram, peu importe, où on voit un dessin, mettons un cercle, qui est écrit « votre zone de confort », puis après ça, un petit point à côté, puis c'est la zone où la magie opère, qui est clairement hors de la zone de confort. Je sais pas si c'est très clair, là, d'écrire un visuel de façon orale, c'est peut-être pas mon fort, mais tout ça, comme on le sait, puis c'est comme tellement, on se le fait tellement dire que ça n'a plus vraiment d'impact, ça n'a plus vraiment de signification pour nous. Mais je pense qu'avec l'invité dont je vous parle, on a trouvé un angle vraiment intéressant pour vous en parler. Donc, je ne veux pas trop élaborer sur le sujet en ce moment parce que ça va être un sujet qui va revenir dans les prochaines semaines. Maintenant, leçon numéro 8. S'armer de bienveillance est essentiel pour survivre au chaos du web. Donc, je crois que ça, c'est une leçon qui va parler à beaucoup de gens. Moi, j'ai commencé à m'exposer sur le web à une époque où les ravages potentiels étaient pas immenses. Du moins dans ce que je faisais puis de la façon dont je le faisais. Donc, tout ça m'a rendue très naïve. J'étais pas super méfiante. Je voyais vraiment le web avec des lunettes roses. Tantôt, je vous ai parlé un peu d'être prudent puis d'être sur nos gardes parfois. Ben, il y avait une période où je l'étais pas vraiment, jusqu'à ce que je réalise que le web pouvait être dangereux. Puis c'était pas tout le monde qui était bien intentionné. Puis que les écrans qui nous séparent, ben ça peut être un prétexte pour faire du mal à d'autres êtres humains. C'est vraiment aussi terrible que ça dans certains moments. Puis, même si à l'époque, le web, c'était mon lieu de travail, ce constat-là m'a fait avoir peur du web. Donc, je peux vous laisser imaginer que j'avais peur de mon lieu de travail au final. Donc, je me suis mise à avoir peur de m'exprimer alors que c'était ma job de le faire. Je me suis mise à être méfiante des gens, donc à m'isoler en quelque sorte, de peur de faire confiance trop vite puis d'être poignardée dans le dos par la suite. Je me suis mise à paranoïer sur les intentions des gens, puis à avoir des problèmes, à voir des problèmes où il y en avait comme pas vraiment finalement. Puis c'est devenu épuisant, vraiment, là, c'est devenu drainant, là, de toujours être en mode méfiance. Donc, j'ai décidé de faire un gros travail d'introspection. Puis je me suis mise à focusser sur ce que je pouvais contrôler. Puis comme moi, personnellement, comme être humain, je suis de nature assez sensible et bienveillante. J'ai décidé que c'était ça qui allait me guider sur le web, qui allait me guider dans mon entreprise, puis qui allait me guider dans la vie en général, évidemment, là. Donc, j'ai pas trouvé la solution pour rendre le web plus bienveillant dans son ensemble, mais j'aime penser que ma propre bienveillance a un impact sur mon petit espace numérique, que ce soit les médias sociaux de la mallette, que ce soit ma liste de courriels, que ce soit le groupe Facebook des femmes de tête. Pour moi, la bienveillance, c'est devenu un mot d'ordre, surtout maintenant en 2024 où le web est tellement accessible à tous que c'est sûr qu'il s'en passe. Tu sais, le web, c'est le reflet, ben moi, c'est comme ça que je le vois, là, c'est un peu le reflet de notre société, mais exposé en mille parce qu'on est séparés par des écrans. Donc, tous les conflits qu'on observe dans notre société, ben, sont multipliés par 1000 sur les médias sociaux. Donc, c'est ça qui se passe au final. Tu sais, il n'y a rien de... Je veux dire, le web n'est pas méchant en soi. C'est pas le web tant que ça, je crois. Le problème, c'est le fait qu'on a cette facilité-là d'avoir un espace où on peut être peut-être plus méchant, plus direct, plus cru dans certains propos. Donc, moi, ce que j'ai trouvé pour survivre à ça, c'est de m'armer de bienveillance. Puis c'est ce qui fait que maintenant, le contenu que je consomme, les gens que je magnétise aussi, c'est majoritairement des gens qui sont dans ce mindset-là, qui sont des gens sensibles, qui sont bienveillants, qui ont des bonnes intentions, parce que c'est ce que moi je lance. Puis là, ça aussi, ça peut peut-être sonner ouhou de je lance ça dans l'univers, pardon.
et c'est ce qui me revient. Mais en même temps, je pense que dans n'importe quoi, si t'as un comportement qui est positif, si t'as une attitude qui est positive, ben c'est ce que tu vas attirer en retour. Donc, pour moi, de m'armer de bienveillance, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec les années, puis qui est devenu une leçon pour moi dans le but de survivre au web. Maintenant, la leçon numéro 9, l'avant-dernière leçon que je vous partage aujourd'hui, c'est trouver une douce zone entre l'énergie masculine et l'énergie féminine permet vraiment de s'épanouir en business. Et ben moi, il faut comprendre que je suis de nature assez intense, peut-être même un peu excessive. On dirait que j'aime pas dire ce mot-là, je trouve ça sonne super négatif, mais bref, ça fait partie de ma personnalité. J'ai tendance à être vraiment all-in dans ce que je fais et souvent, c'est d'être 100% dans mon énergie masculine ou au contraire, de basculer complètement dans mon énergie féminine. Mais à force de m'intéresser à ces concepts-là, j'ai compris que je me sentirais beaucoup mieux si je balançais mieux les deux énergies. Évidemment, là, je pense que c'est un travail en continu, puis je peux vraiment pas dire que je maîtrise totalement cette leçon-là, comme plusieurs que je vous ai partagées aujourd'hui, mais je pense que je l'intègre de plus en plus. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, que ce soit le sujet d'un épisode éventuellement, ça me ferait vraiment plaisir de venir vous jaser d'énergie masculine et féminine avec une autre entrepreneur, évidemment, parce que ce n'est peut-être pas, mon expertise. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, je vous invite à faire des recherches sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est devenu des concepts assez populaires dans le domaine du développement personnel, mais beaucoup dans le domaine de la business, parce que justement, business, ben c'est très énergie masculine. Donc, d'essayer de balancer ça. Puis je pense qu'avec tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous comprenez un peu comment je balance davantage énergie masculine et féminine, mais ça me ferait plaisir de venir creuser le sujet avec une experte éventuellement si ça vous intéresse, donc vous me le laisserez savoir. Et la leçon 10, la dernière que je vous partage aujourd'hui, mais une que j'aime particulièrement, qui me fait du bien beaucoup, c'est que la créativité, c'est pas juste pour les artistes, c'est aussi de trouver des solutions créatives à n'importe quel problème rationnel. Puis cette leçon-là, comme je vous dis, est vraiment chère à mon cœur parce que j'ai grandi avec la fausse croyance que créativité rimait avec dessin, peinture, sculpture, etc. Toutes des choses dans lesquelles je suis absolument pourrie et des choses qui m'intéressent pas nécessairement non plus à développer. Donc, comme je faisais cette association-là, comme moi, je me disais, les arts plastiques, c'est pas ma force, ben, je m'excluais automatiquement du club des créatifs. Mais, pourtant, je réalise maintenant que la mallette, ça a toujours été un projet très lié à la créativité, que ce soit dans ses débuts quand c'était un blog lifestyle, ou maintenant en tant que studio créatif de contenu. On s'entend maintenant, la créativité est même dans le nom de mon type d'entreprise. Puis, c'est d'ailleurs en constatant tout ce que je créais au quotidien que j'ai réalisé que j'étais 100% admise dans le fameux club des créatifs. Et en parallèle, ben, ça me fait réaliser que gérer une business en soi, ça demande d'être créatif. Faut être créatif dans notre façon d'aller chercher des clients, dans notre façon de bâtir notre modèle d'affaires, dans notre façon d'élaborer des façons de faire, de trouver des solutions à des problèmes. Puis on s'entend que des problèmes, on en a tous les jours. Donc, c'est aussi, ça vient dans nos relations humaines, avec notre équipe, dans nos clients, dans nos collaborateurs, peu importe, là, toutes les relations humaines, je pense que ça demande de la créativité pour vraiment les entretenir, pour les amener plus loin, pour les créer à la base aussi. Donc, la créativité, là, c'est vraiment très, très, très lié à la business et maintenant, je le vois. Donc, oui, j'ai une business qui est créative, mais le fait d'être en business, c'est de la créativité en soi. Puis ça me fait du bien d'avoir appris cette leçon-là parce que je vous disais que, les arts plastiques, ça n'a jamais été ma force, puis ça m'a jamais tant intéressé de développer ça non plus. Mais une chose qui m'intéressait, puis que je voulais donc bien avoir comme étiquette, c'est la personne créative. Et ben je peux te dire que maintenant, je porte cette fameuse étiquette-là, même si je suis pas tant une fan d'étiquette, on dirait que celle-là était bien important pour moi toute ma vie. Puis là, je suis comme, OK, je fais partie du club des créatifs, c'est réglé ça. Donc voilà une autre belle leçon que j'ai apprise dans les 10 dernières années.
Puis là, évidemment, comme je vous ai dit au début de l'épisode, c'est 10 leçons en rafale, là, mais je pense qu'être entrepreneur, c'est d'avoir des nouvelles leçons tous les jours, puis tant mieux, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment formateur. Puis je vous en reparlerai peut-être éventuellement, mais pour moi, l'entrepreneuriat me transforme en tant qu'humain aussi. Puis ça, là, ça fait en sorte que je vois l'entrepreneuriat comme une espèce de workshop sur la vie en général. Et toutes les leçons que je vous ai partagées aujourd'hui, ou en tout cas la plupart d'entre elles, je vous l'ai dit à quelques reprises, mais ça s'applique à la business comme à plein d'autres sphères de vie. Puis ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet de se développer en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'humain. Et ça, ben, la grande fan de développement personnel est bien contente de constater que ma fameuse école de la vie, c'est la business. Puis je pense que j'aurais pas choisi une autre école, là. Pour vrai, c'est un méga workshop, souvent même accéléré, puis qui est parfaite pour les personnes autodidactes comme moi et comme la plupart des entrepreneurs. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode de retour du podcast vous aura interpellé, vous aura rejoint, vous aura inspiré. J'espère que peut-être quelques petites perles qui ont surgi un peu de votre écoute, puis qu'il y a des trucs qui vont faire leur chemin dans votre tête. Donc, moi, je vais conclure l'épisode d'aujourd'hui, mais on se retrouve déjà très bientôt pour un prochain épisode de podcast.